Pour la prochaine session, j'ai le plaisir de donner le floor à notre collègue professeur Zine Labedine, directeur de la culture de l'ISESCO, mais également homme de savoir à qui nous vouerons un grand respect. Donc, professeur, la parole est à vous pour la prochaine session. Merci. Excellence, directeur général de l'ISESCO, chers présents, c'est avec un immense plaisir que je partage évidemment ce projet initié par notre ami Ramata Almami et Omar Halli, respectivement directeur des sciences humaines et sociales et de la Fédération des universités dans le monde islamique. Sans doute, créer un réseau des experts en sciences humaines et sociales répond beaucoup à l'ambition qui est de plus en plus affirmée par l'ISESCO grâce à la volonté de Dr Selm Melk, directeur général de l'ISESCO, qui entrevoit une nouvelle ambition pour le monde musulman à travers une organisation importante qui résume les actions possibles en éducation, culture, sciences, technologie et tous les domaines de développement. Donc, je crois que réintroduire aujourd'hui les sciences humaines, c'est quelque chose d'important, voire crucial, pour pouvoir redorer le blason du monde musulman, pas seulement de l'organisation qui est censée être l'ISESCO. Le monde musulman aujourd'hui a des impératifs de progrès, il a des impératifs de reconsidération, il a des impératifs aussi de remise en question d'un certain nombre de préalables sur lesquels, hélas, l'entendement, la conscience et tout le travail que nous avons fait, donc qui mérite aujourd'hui sans doute d'être revisité. Revisité par quoi? Par la science, par la recherche, par le savoir, par la compétence, par la valorisation, par l'entraide et surtout cette image que nous voudrions de plus en plus certaine vis-à-vis du monde entier, que pourra résumer notre monde musulman. Donc cette parenthèse de vérité que je me permets ici de dire et sans doute de partager, elle répond aussi à l'ambition de l'ISESCO. Il n'y a aucune raison que le monde que nous sommes, le monde musulman, soit mal perçu. Alors, pourquoi est-ce qu'il a été trop longtemps? Je pense que la valorisation des sciences et l'introduction aussi des sciences humaines et l'homme en général, l'homme, c'est-à-dire quel que soit son genre, mais homme, femme, tout apport, je crois qu'il participe aussi d'abord à cette remise en question de la vérité, de la réalité, du quotidien du monde musulman. Et le vecteur justement de promotion en général pourrait être non seulement une conception un peu anachronique du progrès et du développement, mais fédérative, inclusive et sans doute holistique. Je dis ça pour des raisons sans doute qui motivent énormément l'ISESCO. L'ISESCO travaille depuis 3 ans avec la nouvelle réforme et la nouvelle vision qu'a voulu Dr Selm Melk sur des impératifs de progrès. Donc, il nous rappelle par là, je dirais, le quadrivium platonicien, par exemple depuis la Grèce antique, où l'encyclopédie n'était pas simplement les sciences fondamentales, les sciences dures, les sciences expérimentales, mais les sciences humaines, où il y avait la musique, il y avait la philosophie, il y avait l'harmonie, il y avait la géométrie, il y avait l'astrologie, l'astronomie, il y avait une conception cosmique qui était dans la valorisation de la théorie de l'éthos, mais en même temps la valorisation aussi d'une vision qui pouvait correspondre à ce lien entre la théorie des 4 éléments et la théorie des 4 tempéraments humains. Je pense que de ce point de vue, il y a quelque chose à refonder, à restructurer, à refédérer dans le rapport des sciences en elles-mêmes. Et je crois que l'ISESCO y travaille beaucoup depuis 3 ou 4 ans dans le sens fédérateur des moyens. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de primordial qui ferait que dans l'esprit aussi des sciences islamiques du Moyen-Âge, il y ait justement une approche
telle qu'elle a été exprimée par Al-Urmawi, par Al-Farabi, par Ibn Zayla, par Ibn Rushd, par Ibn Sina. Il y a cette envie de dire que l'humain est indissociable et que l'organisation en général, qui est censée travailler pour valoriser cet humain dans le monde musulman, l'ICESCO, justement, y contribue de plus en plus pour qu'il n'y ait pas de scission et pour qu'il n'y ait pas aussi donc, une autarcie par rapport à un monde qui évolue énormément sur le plan scientifique, sur le plan des idées, sur le plan des conceptions, sur le plan aussi des expérimentations. Donc je crois que cette idée de créer un réseau des expériences sciences humaines et sociales qui est référé à l'ICESCO, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que réellement, elle réinvente et régénère sans doute donc, les politiques culturelles, les politiques humaines, les politiques sociales, les politiques scientifiques, les politiques technologiques, digitales, numériques, sur lesquelles se fonde essentiellement ce travail régénérateur et de plus en plus sans doute innovateur de l'ICESCO. Je voudrais donc à cet égard que vous me permettiez d'appeler à la tribune M. Alioune Sall, fondateur et directeur de l'Institut des futurs africains, pour parler justement du rôle des sciences humaines et sociales dans l'élaboration des politiques publiques. Donc je crois que cet éclairage de l'Afrique et cet éclairage sans doute de quelqu'un de fin connaisseur, qui m'a beaucoup agi en tant qu'expert, mais aussi en tant que concepteur et quelqu'un qui a une vision essentielle de ce progrès par les sciences humaines et sociales. À vous la parole, donc, cher professeur, fondateur et directeur de l'Institut des futurs africains. Assalamu alaikum. Bonjour. Good morning, ladies and gentlemen. Excellence, Monsieur le Directeur Général de l'ICESCO, Dr Salim Al-Malik. Excellence, Dr Patrice Mugiama Daouda, qui est intervenu depuis je ne sais quel aéroport, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du transfert de technologies et de l'Éducation nationale de la République gabonaise. Mesdames et messieurs les doyens, mesdames et messieurs les chercheurs et étudiants, mesdames et messieurs les experts, chers amis. Vous vous référiez tout à l'heure, monsieur le modérateur, à l'impératif de vérité. Je crois qu'il est essentiel pour vivre heureux, pour vivre ensemble dans le monde musulman et ailleurs. Et cet impératif de vérité me fait obligation de commencer mon propos en disant combien je suis heureux d'être à cette rencontre, d'être des vôtres aujourd'hui, où vous lancez ce réseau d'experts en sciences sociales et sciences humaines. Je suis heureux d'être associé à une telle initiative qui me paraît opportune, qui me paraît surtout porteuse d'avenir. Or, je considère que l'avenir est ce qui donne sens au présent et qui devrait donner sens au présent. Je ne bouderai donc pas mon plaisir d'être ici. Mais il y a un second impératif qui me paraît tout aussi important que le premier, c'est celui de courtoisie. Et cet impératif me fait obligation de remercier les services qui ont rendu possible ma participation, singulièrement la directrice et les experts du secteur des sciences humaines et sociales qui n'ont ménagé aucun effort pour rendre possible ma participation. Et je dois dire qu'ils m'ont quelquefois forcé la main pour être ici. Je les en remercie du fond du cœur. Ab imo pectore, diraient les latins. J'étais invité initialement à donner une leçon inaugurale. C'est le titre qui m'était proposé. Et dans ce cadre, j'entendais commencer mon propos de manière somme toute assez classique
en m'interrogeant sur le sens et les usages des concepts qui structurent cette rencontre. J'avais commencé ce travail dès réception de la première mouture de la note conceptuelle de cette rencontre, et j'étais si le titre me paraissait assez explicite quant à l'objectif final, à savoir la mise en place d'un réseau d'experts, passé cette première impression que me procurait le titre, un certain nombre de questions me venaient à l'esprit. Dans ce premier document, il était question d'un réseau de praticiens des sciences sociales. Et évidemment, je me demandais pourquoi cette insistance sur les praticiens quand on sait que l'antonyme de praticien, c'est théoricien. Et je me demandais pourquoi pas parler simplement des spécialistes des sciences humaines et sociales, en sachant que cela pouvait englober les deux catégories. Je me demandais également pourquoi l'on continuait à faire ce distinguo entre sciences humaines et sciences sociales quand on connaît les liens très étroits qu'entretiennent les sciences humaines et les sciences sociales. Et ces interrogations, j'aurais pu, ou j'étais tenté de les poursuivre, ne serait-ce que pour être fidèle à une certaine école de la déconstruction, pour parler comme Derrida, ou pour procéder à une espèce d'archéologie du savoir, exercice dans lequel excellait le philosophe français Foucault. Je voudrais cependant, ou j'ai décidé cependant, après avoir écouté un certain nombre d'intervenants ici, j'ai décidé de me garder d'une telle approche, même si la déconstruction ou l'archéologie du savoir aurait pu être des approches fécondes, ne serait-ce que d'un point de vue heuristique. Et j'y ai renoncé avec d'autant plus de plaisir que la leçon inaugurale, magistrale, donnée par le docteur Patrice Mugiama Daouda, a pris en charge nombre d'interrogations et évoqué nombre de problématiques, et il en a été de même avec l'intervention que j'ai écoutée avec beaucoup de bonheur de Dr Danielle Payet, j'espère que je n'écorche pas votre nom, directrice de l'agence universitaire, et aussi le Dr Mohamed Tahiri et d'autres intervenants. Et j'ai donc, tous ces intervenants m'ont marché quelque peu sur la langue, pour utiliser une expression familière, et donc, à la place des approches théoriques que j'aurais pu développer, j'ai décidé d'adopter une approche plutôt pragmatique autour de l'objet de la rencontre. Et je voudrais donc structurer mon propos autour de 3 axes. D'abord, instruit par l'expérience, je dirais d'entrée de jeu un certain nombre d'écueils qu'il nous semble important d'éviter lorsque l'on veut mettre en place un réseau similaire à celui que vous ambitionnez de mettre sur pied. Ensuite, je me risquerai à proposer quelques éléments d'un programme sur la base, évidemment, de ma compréhension du sens que les initiateurs veulent donner à ce réseau. D'abord, commençons donc par les écueils. Il me semble que ce qu'il faut éviter sont au nombre de 2. Le premier serait ce que je considère, ce que j'appellerais le laxisme et le fétichisme que l'on fait du terme de réseau. Et le second tient au dogmatisme dont on hérite et des frontières disciplinaires qui finissent par obscurcir ou amoindrir l'intérêt d'un réseau. À propos du fétichisme du terme de réseau, je commencerai par faire remarquer que, effectivement, le réseau est un terme qui connaît une très grande fortune médiatique. On ne parle plus d'organisation, on ne parle que de réseau. Et tout est réseau. Mais ce que l'on sait également,
c'est que de la même façon que tout ce qui brille n'est pas de l'or, il y a réseau et réseau. Et à tout le moins, me semble-t-il, 3 critères doivent être respectés pour que l'on puisse parler de réseau. 3 caractéristiques doivent être trouvées dans les réseaux. D'abord, un réseau doit être, comme il l'est au sens propre, un ensemble d'objets ou d'entités qui sont interconnectés les uns aux autres. C'est donc tout à fait le contraire de quelque chose de statique. C'est plutôt quelque chose qui vit, qui génère et qui gère des interventions et des interactions et qui le fait de façon intelligente. Ça me paraît devoir être quelque chose à considérer. Deuxièmement, un réseau permet de faire circuler les informations ou d'autres produits de façon plus rapide et de façon plus efficace. Et ce souci de rapidité et d'efficacité fait que le recours à l'informatique est aujourd'hui incontournable, ne serait-ce que parce que cela permet de faire baisser les coûts économiques, sociaux, politiques et écologiques, selon les apologues du numérique. Troisième élément, dans un réseau, comme dans un système, pour utiliser un terme qui relève du même registre, ce qui compte, ce sont moins les variables constitutives du système, les entités individuelles, que les interactions entre les variables. Ce qui fait évoluer un système, pour nous qui sommes dans la prospective, ce n'est pas la motricité plus ou moins grande d'une variable, quelle qu'elle soit, mais c'est l'interaction entre les variables qui va déterminer le degré de motricité plus ou moins grande de ce système. Et en raison de cet impératif d'interaction et d'interconnexion, toutes les formes organisationnelles ne relèvent pas du réseau. Et une structure organisationnelle ne devient pas réseau par autoproclamation, sauf à sombrer dans le fétichisme et à croire que l'incantation et l'utilisation répétée d'un nom peut avoir des effets sur la réalité. C'est une approche magique de la réalité, mais ce serait oublier le proverbe selon lequel un tronc d'arbre ne deviendra jamais crocodile, quelle que soit la durée de son séjour dans la rivière. En lieu et place donc du fétichisme, ce qui est requis, c'est la précision quant à l'objet du réseau. Et ici, il est très clair, il s'agit en l'occurrence, si je me réfère aux textes qui ont été distribués, il s'agit des politiques publiques et cela délimite quand même le champ de ce réseau. La définition la plus usuelle des politiques publiques est qu'elles sont, ces politiques publiques, des outils et des moyens mis en œuvre par les pouvoirs d'État, mais elles sont mises en œuvre pour atteindre des objectifs dans un domaine particulier de la société. Une politique est donc dite publique lorsqu'elle a pour protagoniste l'État et la société. Et dans la phrase que je viens de prononcer, la conjonction « et » est importante. L'État et la société sont les deux protagonistes des politiques publiques, et ces politiques publiques se justifient par le fait que chaque individu n'a pas nécessairement l'information lui permettant de faire les meilleurs choix et que la puissance publique est fondée à exercer une intervention tutélaire lorsqu'il faut préserver l'intérêt général, car la préservation de l'intérêt général est la principale justification de l'État. La finalité visée par ce réseau à créer est donc, me semble-t-il, l'efficacité des politiques publiques dans les pays membres de l'UCESCO. Et je crois qu'il faut garder cela à l'esprit tout au long de l'opérationnalisation de cette notion de réseau. Le deuxième écueil à éviter,
c'est ce que j'appelle le fondamentalisme disciplinaire. Fondamentalisme qui conduit à dresser des barrières plutôt qu'à établir des ponts entre sciences humaines et sciences sociales, sciences humaines, sciences sociales et sciences naturelles et sciences dites dures, etc. Cela a été évoqué par beaucoup d'intervenants avant moi. De telles barrières ne se justifient plus. C'est vrai que nous avons vécu pendant très longtemps dans un monde caractérisé par une certaine tendance à une hiérarchisation des connaissances. Et dans ce monde, on a privilégié la recherche théorique sur la recherche opérationnelle qui avait été considérée comme un genre mineur. Et cette hiérarchisation pyramidale des connaissances est allée de pair pendant très longtemps avec l'instrumentalisation des sciences humaines et des sciences sociales. Et cette instrumentalisation a été telle qu'on s'est contenté pendant très longtemps de demander à ces sciences humaines et sociales des recettes pour faire passer un certain nombre de paquets, on les a appelés ainsi pendant très longtemps, des paquets techniques, organisationnels, politiques ou économiques, produits dans d'autres champs disciplinaires. Dans cette tradition qui a prévalu jusqu'à une date récente, on a eu tendance à faire jouer aux sciences humaines et sociales et aux praticiens un rôle auxiliaire, voire ancillaire, en les cantonnant à l'aval des politiques publiques et en leur demandant simplement de fournir des réponses à des questions du genre « Comment se fait l'adaptation au changement ? Pourquoi les politiques publiques ne marchent pas ? Que faut-il faire pour faire marcher les choses, accroître l'efficacité ou l'efficience des systèmes ?» Mais, fort heureusement, de nouveaux paradigmes et de nouvelles formes de gestion ont rendu obsolètes les différenciations et les barrières d'hier. L'impératif aujourd'hui, reconnu de plus en plus, est de construire des ponts plutôt que de consolider les frontières, surtout lorsque ces frontières sont héritées d'hier. Cela a déjà été le cas sur le plan politique, notamment avec la transformation de l'Organisation de l'Unité africaine en une Union africaine, qui a fait du droit à l'ingérence, là où c'est nécessaire, un principe, alors que le respect des frontières héritées de la colonisation avait été érigé par contre en dogme en 1963 lorsqu'était née l'Union africaine. Et donc la possibilité de ne pas respecter les frontières lorsque les droits humains sont mis en péril, à mon sens, et de même est une reconnaissance du caractère obsolète des anciens paradigmes politiques, et il en est de même aujourd'hui d'un mouvement similaire dans le domaine des sciences. Il est impératif donc aujourd'hui de comprendre qu'entre théorie et pratique, il ne devrait pas y avoir de muraille de Chine, ni de relations hiérarchiques. Et je dois dire que dans le contexte africain que je connais un peu mieux que ce qui se passe dans les autres parties du monde, les meilleurs théoriciens dans les domaines des sciences sociales ont été aussi des praticiens. L'IRD, l'Institut de recherche pour le développement français, ex-Orstom, en était un bon exemple dans le domaine des sciences sociales. Il a été pendant très longtemps, un lieu où on trouvait d'excellents chercheurs dans les sciences sociales, parmi ceux qui étaient parmi les plus féconds, avaient fait d'énormes travaux de terrain. Juste pour en citer quelques-uns, Coppens, par exemple, a beaucoup travaillé sur l'arachide au Sénégal. Emmanuel Terré avait travaillé en Côte d'Ivoire, en pays gourou. Jacques Bounicourt avait travaillé sur l'économie urbaine, l'économie informelle, etc. Jacques Faye, à l'Institut sénégalais des recherches agronomiques, avait beaucoup travaillé à l'amélioration des méthodes d'investigation en milieu rural africain dans le cadre d'un groupe qui s'appelait Amira.
Et il est certain qu'on ne peut pas penser les changements ou gérer les changements ou gérer la complexité sans une théorie du changement. Il n'y a donc pas de raison de continuer à avoir ces barrières entre la théorie et la pratique. Mais il y a une autre raison pour laquelle le dogmatisme disciplinaire doit être combattu, doit être évité à tout le moins, c'est que dans le processus d'élaboration et de choix des politiques publiques, l'État n'agit pas comme une monade isolée, au sens que Leibniz donnait à ce terme, et n'agit donc jamais seul. Son hégémonie, qui lui est reconnue sur le plan institutionnel, voire même son exclusivité dans certains cas, ne l'empêche pas de travailler avec d'autres acteurs, car hégémonie ne signifie pas mono-acteur, ne signifie pas être seul. Donc, en raison de ces évolutions contemporaines, l'accent est de plus en plus mis aujourd'hui, en matière de politique publique, sur le dialogue et la négociation entre plusieurs acteurs, sur les processus de coopération et de compromis entre les acteurs, et enfin sur la redevabilité réciproque des uns et des autres. Un nouveau paradigme se forme donc dans lequel les frontières traditionnelles s'estompent et des identités plus complexes, multiples, composites, voient le jour et des partenariats de type nouveau s'élaborent. C'est particulièrement le cas dans le champ du social et de l'environnement, où l'on note l'arrivée ou l'irruption quelquefois ou l'expansion de nouveaux acteurs. C'est le cas avec les acteurs de la société civile, dont les membres et décideurs occupent le terrain de la solidarité et influent de plus en plus largement sur les choix publics et les modes de gestion. Mais c'est aussi le cas pour le secteur privé, l'entreprise à qui les formules inspirées de la nouvelle gestion publique délèguent la fourniture de certains services publics. Au total donc, dans le réseau à venir, les distinctions traditionnelles entre théoriciens et praticiens, donateurs, récipiendaires, nord-sud, deviennent moins pertinentes, tout comme au demeurant les distinguos entre sciences humaines, sciences sociales et les sciences dites dures. Les missions de ce réseau doivent donc être précisées à l'aune de ces considérations, mais sans préjuger des choix finaux qui seront ceux des décideurs de l'ICESCO. Je me hasarderai à dire que ce réseau devrait être le nom d'une triple audace qui consiste à oser penser, à oser parler et à oser agir. Oser penser est nécessaire parce que c'est en faisant connaître aux sociétés ce qu'elles sont dans leurs identités. Qui et quelles sont-elles, ces sociétés? C'est en s'interrogeant sur le sens des transformations civilisationnelles actuelles que les sciences humaines et sociales peuvent contribuer au développement des sociétés. Les théoriciens y ont leur place dès lors qu'il s'agit de promouvoir une pensée ouverte dans la lignée d'un Mohamed Iqbal qui a défendu la thèse selon laquelle la fidélité à soi est dans le mouvement et non dans la répétition des archétypes. On est fidèle à soi qu'en innovant. Et de ce point de vue-là, aucune question ne saurait être taboue pour le réseau dès lors que la question a une incidence sur les politiques publiques. Les problèmes de résidentialité, les problèmes de matrimonialité, les problèmes de l'économie et des nouvelles formes de l'économie me semblent être des domaines dans lesquels l'exigence de penser et l'exigence d'oser penser est d'autant plus grande que nombre de paradigmes ont été développés hors du monde islamique, mais continuent à affecter l'évolution de ce monde islamique.
L'impératif second est celui de communiquer. Il existe fort heureusement des expériences et ce qu'on appelle d'un terme quelque peu galvaudé de meilleures pratiques ou de bonnes pratiques. Il ne faut pas bouder le plaisir de les faire connaître parce que nous sommes dans un monde où savoir ne suffit plus et savoir-faire même ne suffit plus. Il faut les renforcer par la capacité à faire savoir ce que l'on sait faire et ce que l'on sait simplement. Et toute une vraie politique de communication doit donc être au cœur de l'action du réseau. Qui toucher, quand le faire, avec quel support, voilà des questions essentielles auxquelles il va falloir essayer de trouver des réponses. Enfin, le troisième impératif est celui de l'action. Oser agir, c'est oser aller à la conquête du futur. C'est le sens des objectifs du développement durable, c'est le sens d'un certain nombre d'agendas mondiaux, mais il est impossible d'atteindre ces objectifs sans que les politiques publiques n'y jouent un rôle de premier plan. L'avenir n'arrivera pas tout seul. Le futur peut arriver, quoi qu'on fasse, parce qu'il n'est qu'un temps dans la tripartition temporelle qui est au cœur de l'existence. Mais l'avenir, qui est différent du futur, n'arrivera que si on organise les conditions de sa survenue. Et il faut donc, pour cela, passer par des politiques publiques. S'organiser pour tirer parti du futur ou faire advenir le futur que l'on souhaite, c'est cela, le rôle des politiques publiques. Et ce n'est possible qu'en partant du postulat que l'avenir est ouvert, qu'il n'y a pas de fatalité historique à laquelle les sociétés ne sauraient échapper et que l'avenir est aujourd'hui plus ouvert qu'il ne l'a jamais été. C'est un des postulats, en tout cas, de la prospective, cette indiscipline intellectuelle qui est mon activité principale. Et il n'y a pas de prospective sans vision, mais la prospective et la conquête de l'avenir supposent des capacités de développement. Et donc, la question du développement des capacités dans le monde islamique me semble être un point de passage incontournable dans le réseau. Alors, quels pourraient être les éléments autour desquels se structurerait un réseau ? Le ministre Muguian Daouda parlait de passer d'une logique de discipline à une logique de programme. J'espère avoir bien que je le cite correctement. Dans son sillage, en tout cas, j'aimerais suggérer que le réseau s'intéresse en priorité aux politiques dont la formulation relève du pouvoir d'État. Dans le choix de ces politiques autour desquelles l'action du réseau va s'articuler, l'exclusivité de l'État comme acteur dans l'arène des politiques publiques, un monopole qui n'est pas sans rappeler celui qu'il exerce sur la violence légitime dans l'appareillage conceptuel weberien, eh bien, cette exclusivité de l'État ne devrait jamais être perdue de vue. C'est le cas des politiques publiques dans les domaines régaliens, de la défense, de la sécurité, des affaires étrangères, mais aussi dans les domaines de la sécurité humaine, tels que la souveraineté alimentaire, l'environnement, l'éducation, la santé et l'emploi. Ces domaines ou ces thématiques me paraissent devoir être prioritaires dans l'action du réseau. Et qui dit politique publique parle de ce que l'on appelle en matière de planification du développement, singulièrement des politiques publiques, les 3 I. Les planificateurs font de la planification du développement des politiques publiques une représentation graphique sous la forme d'un triangle dont les 3 sommets sont constitués par ce qu'ils appellent les idées, les intérêts et les institutions. On parle donc du triangle des 3 I dans le langage des experts en planification des politiques publiques. Les idées se rapportent aux croyances, aux valeurs, aux connaissances ou à une combinaison des 3. Alors les questions que l'on se pose, c'est comment se forment les idées et comment circulent les idées
comment se façonnent les représentations des idées. Les questions que l'on se pose portent aussi sur l'identité. Que sait-on de soi? Que sait-on de nos sociétés? Et que sait-on des autres? La question de l'altérité. C'est une vieille problématique, celle que les philosophes connaissent bien, la conscience en soi, la conscience de soi, la conscience pour soi, la question de l'altérité, question pour laquelle deux termes existaient en latin, l'alter, qui est la représentation de soi à travers l'autre, l'autre comme miroir de soi, et l'alius, qui est l'étranger, qui est quelque chose d'autre que soi. Il est clair qu'il y a là des questions sur lesquelles le réseau, à mon sens, devra apporter quelques informations. Le second élément du triangle, ou le second sommet du triangle, c'est les intérêts. Il n'y a pas de politique publique qui soit exempte d'intérêts réels ou qui soit perçue par diverses parties prenantes. Et qui dit intérêt dit évidemment des pouvoirs différents à influencer ces politiques. Alors je crois que parmi les questions qu'il va falloir se poser, c'est comment s'organise le jeu des acteurs pertinents dans le monde islamique, quelles sont les fenêtres d'opportunité ouvertes au changement, quelles sont les dynamiques de l'action collective, quels sont les calculs et les stratégies déployées par les acteurs en fonction des coûts et bénéfices attendus, et on pourrait multiplier évidemment ce genre de questions. S'agissant des institutions, il faut dire qu'aucune société n'est orpheline d'institutions. Même les sociétés dites primitives ou acéphales en disposent, et les utopies révolutionnaires affirmant qu'il n'est point besoin de sauveur suprême ne sont pensables qu'à la condition expresse qu'il y ait des institutions fortes. Alors les questions que l'on peut se poser, c'est comment des institutions peuvent façonner, renforcer ou entraver le développement et les choix politiques relatifs à l'enjeu de politique publique. Il est clair que si les sciences humaines et sociales ne fournissent pas nécessairement toutes les réponses à toutes ces questions, elles permettent au moins de poser les vraies questions se rapportant à ces problématiques d'intérêt, d'identité et d'institution. À ces questions s'ajoute une majeure qu'on ne saurait ignorer à l'ICESCO, c'est la dimension culturelle du développement. Elle est fondamentale en matière de politique publique, car toute politique publique est en fait un précipité culturel. Tout le monde convient du fait que le développement est une entreprise multidimensionnelle dans laquelle les aspects économiques, sociaux, politiques, environnementaux, culturels et technologiques s'influencent mutuellement. Mais la dimension culturelle a été pendant longtemps négligée. Ce n'est fort heureusement plus le cas aujourd'hui où les réflexions relatives au champ culturel sont présentes dans la pensée sociale. La montée en puissance de la culture et l'intérêt croissant porté aux questions relatives à la culture s'expliquent par, d'une part, une internationalisation et une politisation des enjeux culturels, et d'autre part, l'émergence d'un nouveau paradigme et la conviction qui lui est associée, selon laquelle les populations n'entreprennent le développement que si ce dernier correspond à leurs aspirations. La question centrale, dès lors, est celle de savoir comment développer une vision holistique dans laquelle la culture et le paradigme de sécurité humaine se renforcent. En d'autres termes, comment fait-on société et humanité dans des contextes spatio-temporels précis, ceux du monde islamique? Il s'agit de comprendre quels sont, dans ce monde islamique, les invariants, les tendances lourdes et les germes de changement qui s'y donnent à lire dans des historicités et des temporalités très précises. Mais la question, il faut bien le dire, est difficile, car ces sociétés sont diverses, elles sont quelquefois homogènes, mais il y a beaucoup de sociétés où il y a des sociétés prépondérantes
et il y a des sociétés hétérogènes où aucun groupe culturel n'est à même de dominer les autres, pour reprendre les catégories qui ont été utilisées par Ali Mazroui en son temps. Alors, il est clair que toutes les questions que j'ai évoquées, on ne leur apportera pas de réponse sans revisiter la culture, car le changement peut être favorisé ou au contraire freiné par la culture. La culture et le développement et les liens entre les deux notions deviennent dès lors des problématiques majeures, et les sciences sociales et humaines ont bien évidemment leur mot à dire. Elles doivent bien sûr être sollicitées pour la mise en œuvre des politiques publiques, en éclairant le contexte dans lequel ces politiques publiques vont être mises en œuvre, mais elles doivent aussi être sollicitées en amont, au stade de la formulation des politiques publiques. La question sur laquelle leur contribution est essentielle, irremplaçable même, est celle du sens de ces politiques publiques, sens dans le double entendement de signification, mais aussi de direction qu'indiquent ces politiques publiques. Merci de votre attention. Merci infiniment, professeur Alioune Sall, pour cette conférence qui a sans doute contextualisé le travail et sans doute l'ambition du réseau voulu par nos collègues dans le cadre de l'ICESCO. Alors, professeur, je ne vais pas beaucoup épiloguer sur, encore moins débattre sur ce que vous avez proposé et sans doute pour lequel vous avez orienté aussi un certain nombre d'hypothèses sur lesquelles vous avez beaucoup insisté dans votre communication. Je voudrais d'abord dire à quel point ça a été vraiment riche. Ça a apporté aussi, sans doute, les antinomies et un peu les contradictions des sciences sociales en général et humaines quand ces sciences-là sont rapportées à l'évolution des épistémés et sans doute des paradigmes auxquels vous faisiez allusion. Je voudrais vous dire d'abord, vous vous êtes référé à l'archéologie du savoir de Michel Foucault. Vous savez que c'est une œuvre qui a été écrite en Tunisie, mon pays natal. Il a été donc à Sidi Bou Saïd de 66 à 68. Il était même enseignant à la faculté des sciences humaines et sociales de Tunis, où j'ai enseigné des années durant. Et c'est là qu'il était dans l'effervescence justement de ce que vous avez mentionné comme étant aussi un autre livre qu'il avait lui-même écrit, Les mots et les choses. Donc Alors, vous avez fait référence sans doute à Michel Foucault, et je vous en félicite, mais je pensais qu'il y avait une suite dans les idées relativement à cette pensée vagabonde et sans doute trop contestatrice de l'ordre de la modernité de la philosophie classique. Je pensais que vous alliez vous inscrire justement dans cette motivation qui a été celle de Michel Foucault, celle de Michel Maffezoli, de Bertrand aussi, d'un certain nombre d'innovateurs qui ont pris position contre une certaine philosophie et contre un ordre des sciences sociales et sciences humaines pour pouvoir justement décloisonner et aller de l'avant vers une recherche plus holistique et moins conventionnelle, moins formaliste. C'était un peu... Alors, je constate que, bien sûr, en dehors de ce que vous avez fait comme allusion à la culture et l'importance de la culture, parce que je crois que la culture a pour vocation aujourd'hui de résumer, par son aspect théorique, conceptuel et sans doute appliqué, ce qu'elle est capable d'assumer comme ambition pour l'humain, au-delà des scissions du genre et des scissions des sciences, quelles qu'elles soient. Je voulais vous dire, dans cette communication qui rappelle justement les fondamentaux, qui rappelle aussi un certain entendement aussi de l'idée du réseau, fédérateur et sans doute fondateur autour des sciences humaines. L'Afrique dans tout ça, l'Afrique, c'est-à-dire qu'il y a sans doute une particularité. Vous savez que l'ICESCO regroupe trois parties essentielles. L'Arabie, avec bien sûr ses consonances du Golfe, du Maghreb et Machar, et l'Afrique subsaharienne et toutes ses composantes en rapport évidemment avec l'islam, et l'Asie. Je crois qu'il y a des besoins qui sont dans l'ordre des attentes
de ces sociétés-là, quelle que soit leur référence, et bien sûr fondamentalement en réponse à leur volonté de pouvoir se développer. Alors se développer n'est pas que matériel, évidemment, il y a un vrai programme, une véritable ambition et un programme de pouvoir aller de l'avant dans les idées, vous le lisiez, dans les visions, vous le disiez, dans ce qui peut aussi admettre un certain ancrage sans doute et une certaine véracité du fait social entretenu par l'individu et la collectivité. Dans cette communication que vous avez précisée comme un cadre théorique d'une rare précision et concision et clarté, j'attendais, professeur Alioune, j'attendais justement la part de l'Afrique, c'est-à-dire et votre intégration, votre implication dans cette nouvelle Afrique, dans la renaissance de l'Afrique, dans cette idée que doit porter ce continent meurtri et jusqu'à présent, hélas, qui n'est pas à l'aune, ce n'est pas moi qui vous le dirai, à l'aune de ces véritables capacités, de ces véritables attentes, etc. Alors, quelles sont les attentes d'un réseau pareil en sciences sociales en sciences humaines et sociales par rapport à l'ICESCO, justement personnel, sans doute collective, que peut faire l'ICESCO pour justement raffermir réellement des tendances au-delà de la prospective, au-delà des choses qu'on peut quantifier et sans doute prévoir. Non, je parle de l'ébullition créatrice, je parle de la manière de créer un sens à partir de l'hétérogénéité. On n'est pas obligé toujours de tout ramener à une raison, à une idée. Je crois qu'il y a une effervescence créatrice qui fait qu'à partir d'éléments composites, on peut créer. L'Afrique, je crois qu'elle est, et vous, c'est-à-dire dans votre prospective, dans votre institut, je crois qu'il est très important de pouvoir préciser aussi les attentes de cette Afrique, vos attentes personnelles par rapport à l'ICESCO, vos attentes personnelles aussi de l'Occident, qui malheureusement, dans un ordre et dans un impératif qu'il a voulu, donc il est question aussi d'être dans la résilience des formes et la résilience des pensées pour dire qui nous sommes. Qui sommes-nous? C'est-à-dire en dehors de cette standardisation, de cette homogénéisation, de cette envie de dire que tout le monde devrait être rapporté à l'unique. C'est-à-dire même le sens de la modernité qui a été critiqué par Foucault elle a agi contre l'idée de l'universalisme, contre l'idée de l'uni en général. C'est-à-dire, bon, maintenant que l'ICESCO se cherche, maintenant que les autres essaient de partir de nouvelles idées, elle essaye aussi de défricher des terrains qui n'ont jamais été conquis, d'aller dans... Quelle est notre part? Non pas en tant qu'administratif ou non pas en tant qu'universitaire, non, en tant que personne concernée par l'effort ou organisationnel ou institutionnel, comme c'est le cas de... Bon, j'aurais voulu attendre de vous, professeur, quelque chose qui incite à pouvoir d'abord se rébeller, pourquoi pas se rébeller par rapport à un ordre établi et dire au-delà, bien sûr, des usages et tout ce qu'on peut lire dans la littérature des sciences humaines et sociales. Parce que là, j'en ai retenu énormément de références sur lesquelles j'ai beaucoup travaillé aussi en sciences sociales, en tant que sociologue aussi. Donc là, j'aimerais vous citer, et je suis sûr que le cadre du réseau nous permettra des échanges, d'amples échanges, hein, pour pouvoir finalement, au-delà de l'intention générale, changer la réalité. Et pour pouvoir la changer, il faut être vraiment imbu de nos valeurs, de nos attentes. Pas l'attente d'un Occident qui est très importante. C'est une attente importante dans le sens où ça nous permet, et ce n'est pas un jugement contre l'Occident, non, c'est-à-dire servir au-delà de la littérature générale des sciences humaines, etc. Et toutes les théories, des centaines de théories, d'ailleurs, dont on peut c'est-à-dire saisir la mesure dans maintenant le passage de la modernité à la postmodernité, à l'hypermodernité, etc. Et j'en passe, avec bien sûr le retour de la culture, comme vous dites si bien. Bon, je pense que là, nous avons une vocation d'être ensemble pour repenser justement les besoins des pays membres de l'Afrique, mais l'Afrique et des pays membres de l'ICESCO, mais l'Afrique aussi en tant que vecteur de promotion de l'humain, telle qu'elle a été la source et l'origine de tout ça. Je ne sais pas si vous avez envie de répondre, sinon on passe. Merci, cher professeur. Nous avons tous été profondément... comment le dire encore? Je cherche mes mots, parce que quand il s'agit d'écouter le professeur Alioune Sall, on est tellement plongé dans la pensée, on se remet tellement en question, on remet en question des paradigmes, qu'effectivement, on a envie de soulever les débats. Je comprends parfaitement
la réaction de mon collègue professeur Zine Labedine. Professeur, si vous le permettez, je voudrais qu'on passe la parole au prochain intervenant, professeur Leonardo Villalon, qui est doyen du Centre international et professeur de sciences sociales à l'Université de Floride, qui est en ligne depuis 4 heures du matin, parce qu'il y a un décalage, je pense, de 8 à 9 heures des États-Unis au Maroc. Donc, si vous le permettez, nous passons la parole à professeur Leonardo pour votre intervention, et puis après, on pourra bien sûr passer aux questions-réponses, sachant que nous avons le panel des doyens sur sciences humaines et sociales et intelligence artificielle. Professeur, la parole est à vous, et merci encore pour votre participation depuis Washington en ce moment. Merci. D'accord. Bon, merci beaucoup, Madame Bay. Merci beaucoup, Ramata. Merci tout le monde et bonjour. Salam alaikum, et je peux me permettre buenos dias. Oui, je suis bien content d'être parmi vous ce matin. C'est vraiment un grand honneur d'être ici et surtout de participer à cette panel. Je suis un peu humbled, je dirais, de suivre le professeur Alioune Sall que j'ai suivi avec un très, très grand intérêt. J'ai oublié que j'avais promis de parler en anglais, donc je vais changer. As Ramata Mbaye, my colleague, has just said, I'm joining you from Washington, D.C., and I regret very much not being able to be there in person for many reasons, especially to be able to follow up on these exchanges afterwards. I want to thank all the participants and all of the organizers for having associated me with this. And especially I want to congratulate ISESCO on this incredible initiative. We're clearly living in a world in which it is increasingly clear that human and social sciences are absolutely central to developing policies and institutions to manage the forces of change and transformation, the rapid forces of change and transformation we've heard about already from many people, both from human and from non-human factors. The centrality and the complexity of the social sciences has been underlined already by everyone who's spoken this morning, I think, in very eloquent and important ways. But I think we can just, again, cite the example that many have cited of the COVID pandemic, where we found that the challenges to the medical sciences, to the exact sciences were enormous, of course, trying to understand the virus and develop vaccines. But in many ways, I think it was even harder to understand and to master the social and human behavioral sciences of how people behaved and how institutions functioned and how people responded and how societies responded at each level, from government, societies, or individuals, and how they behaved. And we're still living with the consequences and still attempting to challenge it. And so to deal with these challenges. I agree very fully with the premises of this ISESCO initiative. Reading the paper, the brief paper, I would frame them as follows, the three imperatives. That social science today requires empirical field work. Beyond the theories and concepts, we need to actually do the work of understanding how, in fact, humans are changing and acting and modifying and behaving on the ground. That we need new concepts and new approaches for understanding those, new methods and new intellectual and tools, scientific tools in the social sciences. And thirdly, that we need a very clear purpose, a sense of purpose. What are we trying to accomplish? What are we trying to do in terms of undertaking these efforts at understanding human behavior? I think many people today have spoken in the central importance of this, and Professor Sall just now, I share Ramata's loss of words as to how to digest all of the richness of that talk. So I won't try to do it. I am myself a political scientist who works primarily in political sociology or even political anthropology. And for a very long time, I've been working in the countries and the societies of the Sahel region of Africa. And as all of you know here, I'm sure very much, it's an area of extremely rapid change and innovation at the moment, facing extraordinary challenges, both from human causes and from natural, if we will, environmental and other causes. And the historical resilience of the region is now being threatened by both human and natural
challenges that are enormous, including, of course, climate change is one. And so feeling a little bit at a loss, I hope this is appropriate to what I had thought to do, instead of an abstract discussion of the importance of social science, to take a slightly different approach and to speak briefly about a specific project that we are undertaking, that I'm attempting to undertake, as an example of an approach that might resonate with some of today's themes. I insist I don't want to present this as an example of how things should be done, but as an example of the kinds of issues I think we need to grapple with if we are to take seriously the challenge that ICESCO has proposed for this network of human and social sciences. This is a project that we are undertaking with colleagues from other disciplines at the University of Florida as well, but also, and importantly, with colleagues in the region. We'll be working specifically with colleagues in Senegal, in Mauritania, in Chad, and in Niger. And the whole point is exactly this idea, the importance of networks of people positioned in different locales, in different institutions, from different intellectual traditions, and in different social contexts, and of course, different disciplinary traditions, to attempt to understand some of these challenges. So if I could, I'd like to just explain very briefly this project, and perhaps we can have a bit of a discussion. May I ask, is it possible to see there the screen that I've just shared? Can someone let me know? I hope that's the case. To present very quickly, just a few slides, and then I'll come back just to speaking. So the Sahel, as you all know, I think, is a zone of extreme fragility with a lot of dependence on very uncertain rainfall patterns and extreme vulnerability to changes in those patterns. As a result, the human condition is very fragile in the region, and people and their livestock and others are frequently searching for food and for water in many areas of the Sahel, etc. It's an area where the environmental conditions are extremely challenging. It's not surprising as a result that the Sahelian countries, the 6 listed there, are very frequently listed among the least developed countries on earth in indices like the United Nations Development Program's index here, where you see that they rank very near the bottom. And so when we trying to think about what is the impact of climate change on this region, and we ask ourselves, how do we begin to think about this? The point of departure, I think, is to say that climate change is a global phenomenon, but its impacts are highly unequal and highly inequitable. There's a very uneven distribution of what the impacts, the hazards in different places, but especially great inequalities between countries in terms of how much they've contributed to climate change and how much they are able to adapt, or in what situation, what utility and tools they have to respond to climate change. At all levels, we see that marginalized populations are further disadvantaged and the ones who are suffering the most. And if we think specifically of the Sahel, I think the important point that we've discussed with our colleagues across the region is that it's a region of the world that has contributed virtually zero to climate change per se, in terms of its impact of contribution, and yet is experiencing many more of that climate hazards than other parts of the world. That is, it's more affected. And so it's an area that's highly dependent on the rest of the world in that sense, that the actions elsewhere are affecting it. And so we see increasing temperatures, lots of flooding, frequency of weather extremes, etc. And of course, it's a zone, an area which is particularly vulnerable for the reasons I said of agriculture, rain-based agriculture, etc. And so what we find is that the impact of climate change in the Sahel is among the highest globally, rendering planning for it particularly difficult. And when we talked about it and we started thinking about this project, and this is where I moved from the point of thinking conceptually to empirically, and what are we doing on the ground, we saw that there are a lot of assumptions about causal links between, for example, climate change and conflict. The fact that the Sahelian region now has a lot of conflict, tragically is characterized by extreme violence in some parts. There's an easy assumption that somehow climate change is driving this.
There were assumptions about climate change and poverty, and so the suggestion that households or communities that were at lower levels of development were incapable of responding to climate change. Climate change became an easy way for governments and other institutions as a political lever to blame causes that as if they were non-neutral and non-political, non-caused by human actors. It's the climate, it's not our fault, it's not policies, etc. And also for looking for funding and resources elsewhere. And so the important point is that this was a narrative that removed agency, removed the sort of capabilities of people to think in different kinds of ways about the area. So if I could, when we started to think closely about, in fact, then looked at what's happening, and I have a series of little demonstrations, little slides here, just to point out that these are not mine, these are not ours. There's just to point out the extreme variability of the fact that we actually don't know very much. So the impact, the points that I was going to make there are that we see that there's lots of uncertainty, huge uncertainty about what is going to happen in terms of climate change. There are indications that malaria might decline because of high heat. At the same time, there are indications that Lassa fever virus might increase because of it. We see indications that heat-related mortality might increase. We see implications on human behavior in terms of things like breastfeeding changes in terms of heat exchanges. So we see extraordinary numbers of sort of variations that we can't. And the point of this project is that we see that the narratives that attempt to explain it top down and attempt to sort of start with this sort of international assumptions about climate change and are very limited in terms of their explanatory capacity. And so what we have approached in this project is a flipped approach, as we're calling it, where we have sort of a bottom-up understanding of the problems and the challenges, and an effort to look at participatory approaches of how people are in fact identifying the challenges on the ground and responding, and to reconceptualizing the paradigms of how people react. Our whole approach is rooted in Amartya Sen's notion of capabilities, of the individual and collective abilities to exercise choices, to pursue desired goals, of human development aiming to reduce vulnerability and enlarge capabilities and choices. We think we need to understand very much the relationship between resilience and human development in the context of climate change. And the point is that this all has to be based on local knowledge, understandings, and values in a context of rich social networks. What do switching livelihoods, what does migrating, what do relying on remittances, what do the kinds of actions that people can take in different locales, what shapes them, who makes the choices, what happens when they make these choices, and where might we go here? And so if we attempt to understand these things, climate challenge across scales, we find that that we need to try to balance and to study the interaction of how, at the national level, at the international level, certain narratives dominate, and at the local level, those narratives do not necessarily mesh with the bottom in ways. I'm sorry that I'm having to go very quickly, and I've been a bit long because I got a little distracted by where I was going with this. What I would like to say, and if I may just say, is that as I've attempted to think about and read the ISESCO's proposal and the global priority for creating this network, I'll read them here now, but in your statement, the rapid transformation that the world is experiencing have led to a set of challenges which have obviously not spared the Islamic world with demographic, social, economic, and cultural repercussions. This demonstrates the urge for innovative solutions conducing to universal values of peace, human dignity, gender equality, nonviolence, and discrimination. And you continue, I won't read it all to you now, but I would like to emphasize that I think what I was attempting to do in attempting to show you this example is how centrally, I hope I'm there somehow. Am I online? I want to show how centrally, there we are, I'm sorry,
how centrally the goals that you have laid out and the premises that you started about the importance of empirical work, of empirical field work, about developing new approaches that rely very much on interdisciplinarity and on collaboration across networks, across countries, across institutions and different traditions, and with a clear purpose and goal of what it is we're trying to accomplish, how all of these factors together are absolutely central to the development, I think, of a social science that will, in fact, help to make the world a better place and improve livelihoods and conditions for some of the most vulnerable populations in the world. I hope I've been able to transmit it, and I'm very sorry for the little technological glitches. I hope I skipped something. You've gotten a sense of my effort in all humility to present simply one example of a kind of a research project that might serve as a point of departure for discussing some of the very important issues that have been brought up today. Thank you very much. Thank you so much, professeur, pour ce partage de connaissances autour d'un Sahel plus résilient, plus pacifique, plus inclusif.